On ouvre en tout cas la première page de ce 21-23 et je vous disais, on retourne sur ce terrain planétaire de l'onde de choc de l'affaire Epstein. Onde de choc, je vous disais, dans tous les pays et donc forcément en France avec un nouveau nom français qui est sorti ces 24 dernières heures. Il s'agit de celui d'un diplomate qui était en poste il y a une quinzaine d'années à New York, discrètement exfiltré à l'époque par le Quai d'Orsay. Et aujourd'hui, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, apprend cette affaire avec effarement, dit-il, et saisit la justice. On va en parler avec tous nos invités sur ce plateau pour comprendre cette onde de choc planétaire et surtout comprendre comment, autant de temps après les premières condamnations de Jeffrey Epstein en 2008, eh bien, le système, si j'ose dire, a pu perdurer. On va en parler avec vous. Bonsoir Hélène Kuntz. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'INSEC Paris et auteur de Portrait de VIP pour vice-président, l'incroyable histoire de Kamala Harris aux éditions Libri Nova. Yves Doutrio, bonsoir, conseiller d'État honoraire, ancien ambassadeur à l'OSCE. Vous êtes donc diplomate. On présente ce livre aussi publié par l'Association pour les Nations Unies dont vous êtes l'administrateur, La paix par le droit aux éditions Douin. Et vous allez nous éclairer notamment sur, j'allais presque dire, ces procédures disciplinaires ou pas au sein des administrations françaises, en l'occurrence du Quai d'Orsay. Richard Verly, bonsoir. Correspondant France-Europe du quotidien suisse Blick. Vous êtes l'auteur de 7 Amériques qui nous détestent aux éditions Nevi Kata. Et puis notre fidèle analyste Henri Vernet, éditorialiste politique. Vous allez nous éclairer évidemment sur cette histoire. Vous connaissez aussi bien les deux côtés de l'Atlantique. Alors, on va juste aller sur le terrain de ce qui s'est joué ces 24 dernières heures, donc avec le nom de ce nouveau diplomate français. Odile Longueval nous rappelle l'affaire qui fait déflagration en France aujourd'hui et on en parle juste après. Un diplomate français étroitement lié au pédocriminel Jeffrey Epstein. C'est ce que révèlent certains des millions de fichiers publiés par le ministère américain de la Justice. Son nom, Fabrice Hédan, apparaît plus de 200 fois. Ses premiers échanges avec l'homme d'affaires remontent à 2010. À l'époque, Fabrice Hédan est détaché par la France aux Nations Unies, où il est le conseiller d'un diplomate norvégien, ici à gauche. Pendant plusieurs années, le Français aurait fourni des services ou des informations diplomatiques à Epstein, comme dans ce mail où il lui transfère un rapport des Nations Unies. Epstein aurait aussi bénéficié de son réseau. Ici, un échange au sujet de l'obtention d'un visa pour une femme dont le nom est masqué. Quel consulat? Quelle ville? Norvégien, New York. Laisse-moi voir. Des liens qui poussent aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères à saisir la justice française. Quand j'ai pris connaissance de ces informations, j'ai été effaré et j'ai fait ce que chacun aurait fait à ma place, saisi le procureur de la République, lancé une enquête administrative pour concourir au travail de la justice, ainsi qu'une procédure disciplinaire le concernant. Dans ce dossier tentaculaire, une autre affaire ressurgit. En 2013, Fabrice Hédan a fait l'objet d'une enquête du FBI pour consultation d'images pédopornographiques. Ce soir, son avocate conteste ces accusations. Ce qui a pu être indiqué sur des prétendus faits de 2013 est totalement et purement faux. Il n'y a jamais eu la moindre consultation de sites à caractère pédopornographique. Selon son avocate, aucune poursuite n'a été engagée après l'enquête du FBI. Fabrice Hédan avait par la suite quitté son poste à l'ONU, mais continué d'exercer sa fonction de diplomate, rattaché au Quai d'Orsay. Alors, Henri, je commence avec vous parce que vous avez cette culture politique française aussi qui peut nous éclairer. Est-ce que ça, c'est une double déflagration après ce qu'on a entendu sur Jack Lang? On précise que tous ces gens-là sont présumés innocents, bien évidemment. Mais enfin bon, aujourd'hui, donc Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, saisit la justice. Est-ce qu'on se dit, vos contacts dans le monde politique se disent, on va avoir un nom par semaine ou un nom tous les 3 jours, ça va durer encore longtemps? Oui, il y a une vraie appréhension là-dessus. On le voit d'ailleurs dans la réaction du gouvernement, parce que autant Emmanuel Macron lui-même, le président, était un peu à la manœuvre pour forcer la main, pour tordre le bras à Jack Lang pour
qui se décide à démissionner. Et là, ce matin, il y avait un épisode intéressant qui était la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, quand elle répondait aux questions qui suivent le Conseil des ministres. À un moment, il lui a été demandé, mais à propos donc de cette nouvelle affaire du diplomate, il lui a été demandé, mais est-ce que vous, gouvernement, vous ne subissez pas tout ça ? Et on voyait l'embarras de la porte-parole de manière générale sur toute cette affaire Epstein et ses retombées. Et bien sûr que oui, la question aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que oui, le gouvernement subit. Il subit. Notre Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas du tout eu d'action, de proaction, pourrait-on dire, pour très vite. D'abord, par exemple, pourquoi ne pas avoir lancé des enquêtes beaucoup plus tôt ? Pourquoi ne pas avoir... On voit bien aussi qu'il y a cette idée de couper les branches assez vite, parce que, vous l'avez dit, il y a des noms qui sont sortis comme ça, qui sont livrés en pâture à foison, certains qui n'ont absolument rien à voir avec les crimes commis par Jeffrey Epstein, néanmoins ils sont dans la presse, donc il est important vraiment de couper, j'allais dire, les branches pourries, en tout cas pourries, l'enquête le dira. Et on voit que c'est ça qui se passe actuellement, et on se dit, voilà, mais jusqu'où ça peut aller ? Parce que là... la réaction de Jean-Noël Barrot hier était très éloquente, la façon dont d'un seul coup, on fait un article 40, on saisit la justice. On voit vraiment que là, il est important de faire preuve d'une fermeté totale et de s'en remettre à la justice, chose qui aurait peut-être pu être faite un petit peu auparavant, parce que cette affaire, vous l'avez rappelé, elle est ancienne. Je continue mon tour de table et puis on finira avec vous, Yves, parce que on a évidemment envie d'avoir des précisions sur vraiment sur le Quai d'Orsay, et vous, le diplomate que vous êtes, allez pouvoir décrypter ça. Hélène Kuntz, vous qui êtes parfaitement anglophone, vous êtes franco-américaine ? Je suis américaine. Vous êtes américaine complètement. Donc je ne me prononce pas sur le parti français du dossier. Non, mais alors j'en profite juste pour quelque chose, c'est pas qui n'a rien à voir, mais oui. On dit toujours Epstein ou Epstein. Il faudrait qu'on dise quoi ? Les Américains disent Epstein. The Epstein Files. The Voilà, Epstein et Files. en français, on hésite à dire Epstein à l'américaine ou Epstein. Je pense que ça rime avec peu Bruce importe, Springsteen. en tout cas, voilà, j'en profitais, mais vous, les Américains, vous dites Jeffrey Epstein. Ok, c'est dit. Que vous inspire ce volet français, mais d'une manière générale, je parlais de cette déflagration planétaire, Oui. On a l'impression que chaque pays vit avec cette enclume d'avoir de nouvelles révélations, et les États-Unis, évidemment, ils sont habitués déjà depuis quelques années, mais c'est vraiment, on dit souvent que c'est un poison lent, cette affaire. On est quand même aujourd'hui en 2026, on est 7 ans après la mort de Jeffrey Epstein, Oui. et ça continue. Oui, mais on est tout bonnement presque 20 ans après son fichage en étant pédocriminel dans la Floride. Et vous avez souligné l'idée qu'à combien même il a eu à ce point problème avec la justice, les condamnations ne suivaient pas bien et ses peines de prison ont été à chaque fois relaxées un petit peu. Donc, si vous voulez, pour les États-Unis, c'est un effondrement moral qui est insupportable. Franchement, je dirais que c'est presque au niveau des péchés originaux des États-Unis, n'est-ce pas? Qui sont d'une part le génocide des Autochtones et puis d'autre part l'esclavage. Donc c'est incroyable qu'on en est là qu'à sein même de la Maison-Blanche, qu'on a une pédocriminalité mondialisée. Oui, et qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis? Parce que très sincèrement, on a 36 membres de l'administration, régime Trump, qui sont impliqués, dont un membre du cabinet. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que les États-Unis font l'exemple sur ce qui se passe en Europe. Parce qu'on éclaire nos téléspectateurs, ce membre du cabinet, c'est M. Lutnick, qui est secrétaire au commerce, oui. Qui est cité lui aussi. Et de manière assez proche. Lourdement cité, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont peut-être voulu être en contact avec M. Epstein parce qu'il était milliardaire, il voulait des fonds. Il y avait d'autres personnes qui étaient jusqu'à son avion, le Lolita Express. Encore des gens qui étaient jusqu'à dans son île, voyez-vous. Et puis, ce qui me pose énorme problème ce soir, c'est notre ministre de Justice qui est Pam Bondi, qui était auparavant procureur général de la Floride, donc toujours la Floride, qui avait quand même l'œil sur le dossier Epstein avant. Elle a dit, si on tient rigueur à toutes les personnes dans le dossier Epstein, tout le système va s'effondrer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui attendent que ça s'effondre. Et justement, et on reviendra évidemment sur l'aspect américain, mais je voulais justement, puisque vous en parlez, Hélène, vous montrer une séquence à tous les quatre. C'est une séquence du jour où une députée démocrate de l'État de Washington, qui est l'État donc sur la côte pacifique, Pramalia Jayapal, qui pose cette question à des femmes. Donc on est au Congrès américain, des femmes victimes qui sont venues au Congrès. Regardez cette séquence, elle est assez éclairante. Et tout ça, c'est pendant l'audition de Pam Bondi, qui est donc la ministre de la Justice, équivalent de la ministre de la Justice aux États-Unis. On regarde.
To the survivors in the room, if you are willing, please stand. And if you are willing, please raise your hands if you have still not been able to meet with this Department of Justice. Please know for the record that every single survivor has raised their hand. Voilà, c'est exactement ce que vous disiez, Hélène. On n'en a pas fini non plus aux États-Unis, et puis on va revenir en Europe après, mais aux États-Unis, quand on parle de poison lent. Mais pour l'instant, Donald Trump arrive à surnager. On sait qu'il y a eu des liens avec Jeffrey Epstein, mais pour l'instant, Donald Trump est cité, mais peut-être pas complètement. Alors, il est cité le plus de fois. Il est cité 38 000 fois. Donc, c'est 38 000 fois. 38 Sur 000 les fois. 3,5 millions de documents qui ont été publiés, ce n'est que la moitié des dossiers. Vous voyez, je trouve que dans Oui, parce qu'on disait qu'il y a à peu près peut-être 5 millions de documents, ou 5,5 Oui, tout à fait. millions de documents. Là, aujourd'hui, il y en a on que est 3 millions sur qui ont été 3,5 millions de diffusés. documents. On peut lire beaucoup d'emails. Il y a à peu près 2000 vidéos et 12 000 images. C'est ce qui a été publié à date. Richard, et on va revenir en France aussi, mais on a vu en Europe, vous qui êtes correspondant européen, il n'y a pas que la France, on a beaucoup parlé du Royaume-Uni ces derniers jours, avec Keir Starmer, le Premier ministre, qui est dans la tourmente. On a parlé de la Norvège, de la Suède. Enfin, j'allais dire, le Suisse que vous êtes regarde ça de quel œil? On a affaire à qui avec Jeffrey Epstein? On a affaire, on le sait, à un prédateur sexuel, mais on a surtout affaire à quelqu'un qui se livre à un trafic d'influence à l'échelle mondiale. Et notamment en Europe, à partir de 2008, parce qu'il est condamné aux États-Unis, il fait 1 an et quelques de prison, ce qui est une peine très mineure par rapport à ce qui lui est reproché. Et ensuite, il va vraiment essayer de développer son réseau en Europe, parce qu'aux États-Unis, ça devient plus compliqué. Aux États-Unis, il a une réputation quand même très, très sulfureuse. Et donc, on voit bien que ces années 2010, 2015 sont les années où il va essayer de pousser son réseau en Europe. Et il le pousse dans 3 directions. D'abord, à Paris, parce que c'est là qu'il vit. Et finalement, l'étonnement qu'on devrait tous avoir aujourd'hui, c'est pourquoi le volet français a tant tardé à s'ouvrir, quand même, parce qu'il vit à Paris pendant plusieurs mois par an. Immense, Ghislaine Maxwell est française. Elle est née en France. Sa mère était française. Qui était la compagne de Jeffrey Epstein, fille elle-même d'un mania britannique des médias. Donc il y a Paris, parce que c'est là qu'il vit et c'est là où visiblement il a choisi de s'installer. C'est un peu le cœur de son réseau, à la fois sur le plan des affaires et de la politique, mais aussi évidemment sur le plan des filles et le plan sexuel, puisqu'il y a toute cette histoire de mannequin avec, vous savez, Jean-Luc Brunel, cet agent de mannequin décédé dans sa prison en 2022. Donc il y a Paris. Ensuite, il y a Londres. Londres, c'est Prince Andrew, Peter Mandelson. C'est ces 2 relais le plus identifiés. Peter Mandelson, désolé, je rappelle pour les téléspectateurs qui n'ont pas forcément suivi tous les jours, Peter Mandelson, qui a été récemment encore ambassadeur du Royaume-Uni à Washington. Qui était considéré comme le gourou du Parti travailliste, comme l'homme le plus influent du Parti travailliste. Keir Starmer l'avait nommé un peu à contre-cœur, parce que déjà, le ministère des Affaires étrangères britannique disait c'est pas un bon casting. Il a finalement été nommé. Aujourd'hui, Keir Starmer, ancien commissaire européen aussi, Monsieur Mandelson, et résultat, Keir Starmer est dans la tourmente aujourd'hui. Voilà, donc vous avez Londres, vous avez la Norvège. La Norvège, avec quand même un personnage qu'on ne connaît pas ici, qui est Torbjørn Jagland, mais on devrait s'y intéresser parce qu'il était l'ancien secrétaire général du Conseil de l'Europe à Strasbourg, basé à Strasbourg, c'est pas si loin de Paris, et qui ensuite est devenu le président du comité Nobel. Donc vous êtes au cœur du système norvégien, vous ajoutez à ça des contacts à Bruxelles, il y a plusieurs diplomates européens dont les noms se sont retrouvés dans les dossiers Epstein, donc on voit bien, c'est une nébuleuse européenne qu'avait mis en place Jeffrey Epstein. Étonnamment, moi j'ai 2 étonnements que je partage avec vous, très peu de noms italiens, alors qu'on sait que M. Berlusconi était assez amateur de parties, on va dire, fines et assez sexuelles ou portées sur la chose. Très peu de noms italiens. Il a fait son propre système, en quelque sorte. Très peu de noms italiens. Et pour l'instant, pas de noms allemands. Voilà 2 grands pays de l'Union européenne où, apparemment, Jeffrey Epstein n'avait pas lancé ses hameçons, si je peux me permettre l'expression. La Russie aussi, quelque part. Oui, alors il y avait la Russie, bien évidemment. Alors, on a eu aussi, on en a parlé dès lundi sur ce plateau, on ne va pas revenir dessus, mais on avait plusieurs invités experts qui nous expliquaient que justement, en plus, Jeffrey Epstein gravitait entre, évidemment, la finance, sans parler de ses activités criminelles sexuelles, mais il y avait la finance, et puis il y avait des activités, visiblement, de renseignement aussi, un petit peu au confluent, que ce soit des services de renseignement israéliens, peut-être, ou
peut-être de russe aussi. Bref, on en a déjà parlé. Je reviens avec vous, Yves, parce que sur ce que disait Richard à l'instant, donc en France, effectivement, on a l'air de découvrir ou de redécouvrir cette affaire alors que Jeffrey Epstein était solidement implanté, avec donc ce qu'on apprend donc aujourd'hui, ce diplomate français rapatrié un peu en catimini de New York, alors pour plusieurs choses, à la fois visiblement il y avait eu des fuites peut-être de documents confidentiels, enfin vous allez nous expliquer, mais de diplomatie, et puis le FBI qui aurait alerté la diplomatie française sur le fait que ce diplomate avait consulté des sites pédopornographiques. L'ambassadeur de France à l'époque, Gérard Haraud, qui était l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, dès qu'il est informé par le FBI, c'est ce que dit Gérard Haraud, appelle Paris, on rapatrie ce diplomate, Fabrice Haydan, et puis là, plus de suite. Fabrice Haydan va toujours être diplomate pendant longtemps, peut-être en disponibilité, mais il restera diplomate. Expliquez-nous, Yves, comment ça se passe, j'allais dire, ces systèmes d'alerte et ou de sanctions, là en l'occurrence, il n'y aurait pas de sanctions, au Quai d'Orsay. Alors moi, ça m'étonne quand même un peu, dans la mesure où ce type de comportement aurait pu avoir lieu, je dirais, il y a 30 ans, 40 ans, dans la mesure où, c'est pas propre d'ailleurs au ministère des Affaires étrangères, mais dans l'administration, ou dans la haute administration, bon ici c'est une administration un peu niveau intermédiaire, on avait plutôt tendance à occulter les choses. Oui, bien sûr. D'ailleurs, là, on est en 2010. 2010, oui. c'est pas les années 1970. Il suffit de regarder le nombre de cas en pourcentage de la fonction publique. On a 6 millions de fonctionnaires en France. Et intéressez-vous un jour au nombre de révocations de fonctionnaires. C'est infinitésimal. Et alors après, vous savez, en termes disciplinaires, vous pouvez être révoqué pour des choses très graves. Vous pouvez être suspendu pendant jusqu'à 3 ans. Ou alors on va vous mettre un blâme, un avertissement, etc. Donc ça, c'est l'échelle des sanctions. Et dans l'administration, franchement, d'une manière générale, je le dis très franchement, parce qu'au Conseil d'État, à plusieurs reprises, on a regretté le fait qu'on n'était pas suffisamment vigilant justement sur la discipline, puisqu'on parle bien ici de discipline. Donc, qu'il y a 30 ans, 40 ans, on ait laissé passer des choses comme ça, on peut l'imaginer. Alors, dans les années plus récentes, je peux vous assurer qu'il y a une véritable prise de conscience. Il y a partout maintenant des chartes de déontologie, des comités d'éthique. C'est pas propre au Quai d'Orsay, dans tous les ministères. Ce que vous nous dites, c'est que là, à l'instar de ce qu'a dit Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, vous êtes effaré. Enfin, qu'il n'y ait pas eu de suite à cela en 2010. Alors, ce que je note en fait, étrange. Parce que si vous regardez la carrière de cette personne, en fait, il a complètement stagné, quoi. C'est-à-dire qu'on en a tenu compte en ce sens qu'on l'a mis, dans un placard. Il est resté des années, si j'ai bien compris, à Fabrice Haydan, donc ce diplomate. Et puis après, d'ailleurs, il a été mis en disponibilité. Il est parti chez Rothschild, j'ai compris, et même j'ai compris là, plus récemment chez Engie. Donc, sa carrière diplomatique, c'est en fait, donc ça a stagné. Arrêté. Alors, il a été mis dans un placard, c'est ce que vous dites, mais il n'a pas eu d'autres. Il n'y a pas eu d'autres. Mais apparemment, alors sous réserve de l'enquête administrative que le ministre vient d'annoncer, parce qu'il a annoncé 2 choses. L'article 40, comme l'a dit Richard, c'est-à-dire la saisine du parquet, mais aussi une enquête administrative. Donc on va peut-être, j'en sais rien, retrouver peut-être une convocation à une instance disciplinaire. Voilà, parce que la procédure disciplinaire, elle n'est pas forcément rendue publique. Alors justement, mais ça, je m'en ouvre à vous 4. D'ailleurs, l'avocat de Fabrice Haydan, ce diplomate dont on parle là, a dit que c'était faux, qu'il y avait eu consultation de fichiers pédopornographiques. L'avocat vient de dire que c'est faux. Gérard Haraud, encore une fois, ambassadeur de France à l'époque à New York, dit que c'est vrai, puisqu'il dit « j'ai été alerté moi-même par le FBI ». Et j'ai immédiatement fait rapatrier ce diplomate à Paris. J'en ai informé Paris. Donc, bon, déjà, il y a différentes... Quand on dit... je crois que l'avocate a aussi dit que le FBI avait classé. Mais ce diplomate était quand même protégé par les immunités diplomatiques. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ce qu'explique notamment Gérard. C'est ce que vous confirmez. C'est-à-dire que de toute façon, un diplomate a l'immunité diplomatique, donc ne peut pas être poursuivi sur place. Même s'il est détaché auprès des Nations Unies, pour les fonctionnaires internationaux, il y a aussi des immunités. Donc, en fait, l'affaire s'interrompt, quoi. Donc, c'était normal. C'était dans les règles de renvoyer ce diplomate protégé par immunité diplomatique à Paris. Et ensuite, à Paris, de faire le travail. Et on peut même, d'ailleurs, décider, c'est déjà arrivé, de ramener la personne et puis ensuite lui retirer cette immunité. Et cette personne peut ensuite
être jugé, y compris aux États-Unis. Ça, c'est de l'ordre du possible. Et juste pour qu'on explique à nos téléspectateurs, là, par exemple, donc, le FBI fait une alerte. On vient de dire qu'il y a une immunité diplomatique. Mais donc, cette personne-là, Fabrice Hédan, on parle de lui depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas eu de toute façon de sanctions pénales. Donc on peut dire que cette personne n'a jamais été condamnée. Donc, il n'y a pas eu d'article 40. Donc aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas eu d'article 40 s'il n'y a pas eu de condamnation, c'était normal. Là, je me fais l'avocat. Attention, là, c'est l'enquête qui le dira, parce qu'il y a peut-être eu un article 40. Ah, peut-être. Il faut l'espérer, parce que pourquoi est-ce que le ministre s'est fait 13 ans après Oui, mais à partir du moment où, et après, on l'aurait su, s'il y avait une condamnation pénale de Fabrice Hédan, il n'y en a pas eu, donc on peut dire que c'est normal qu'il soit resté au Quai d'Orsay, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation pénale. Oui et non, parce qu'il n'est pas vraiment resté au Quai d'Orsay. En réalité, il a été, là, pour le coup, une deuxième fois exfiltré, puisqu'en 2014, donc un an après son rapatriement urgent à Paris, en réalité, il reste salarié sur les rôles du Quai d'Orsay, mais il n'est plus un diplomate d'actif. C'est là qu'il qui va travailler, donc dans un premier temps à la Banque Rothschild, avec d'ailleurs Ariane de Rothschild elle-même qui apparaît dans les fichiers, dans les documents Epstein, et puis donc chez Engie. Ce que je veux dire, c'est que quand Jean-Noël Barrot dit hier qu'il est effaré par tout ce qu'il a vu et que immédiatement il a déclenché un article 40, alors vous avez raison, peut-être que ça a été le cas, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait dès le retour de ce personnage à Paris au Quai d'Orsay? Pourquoi est-ce que le ministre de l'époque, de mémoire, il s'agissait de Laurent Fabius, pourquoi est-ce que l'action n'a pas été déclenchée dès ce moment-là, puisque les faits étaient là, ils étaient sous les yeux de sa tutelle? Alors simplement, ce que je voulais dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de condamnation pénale, qu'il n'y ait pas de condamnation pénale que pour autant il n'y aurait pas eu une action disciplinaire, qui n'est pas forcément rendue publique. Et qui se traduit par exemple, ce garçon a été recruté comme secrétaire des Affaires étrangères. La plupart des secrétaires des Affaires étrangères, au bout de quelques années, ils deviennent conseillers des Affaires étrangères, soit en passant un autre concours d'Orient en l'occurrence, soit par ce qu'on appelle le principalat, etc. Alors je vois, d'après l'annuaire diplomatique que j'ai consulté, il est d'après ce que j'ai vu dans la presse, il est toujours secrétaire. Donc, vous voyez, donc sa carrière sa promotion, sa carrière a été gelée, mais enfin, l'institution a quelque part protégé. Alors, simplement, il y a peut-être eu quand même de ce fait-là des mesures disciplinaires. Mais ça, c'est l'enquête administrative que vient de lancer le ministre qui le prouvera. Alors, simplement, je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit Henri. On aurait pu réagir plus tôt. Alors, il fait sans doute allusion à ces événements qui étaient dans un livre qui est sorti en 2014, mais sans nom à l'époque. Mais à propos de Epstein et des 3 millions de documents, je ne vois pas très bien comment on aurait pu réagir beaucoup plus tôt, puisque ces 3 millions de documents, ils sont connus depuis quelques jours. Non, mais les faits qui concernent les diplomates, ils étaient connus, puisque c'est pour ça qu'il est au courant depuis à Paris. Les 3 millions et demi de documents, c'était rendu public. Mais, je veux dire, les dossiers étaient là. La justice américaine avait été défaillante là. Très clairement, la justice américaine n'a pas travaillé jusqu'au bout. Et vous voyez un peu, il fallait, alors c'est quand même incroyable, il fallait que le Congrès vote une loi pour que ces dossiers sortent. Alors que Donald Trump, par lui-même, déjà, c'était une promesse de campagne. La campagne électorale. D'une part, et d'autre part, il n'avait pas besoin d'attendre une loi. Vous voyez, il aurait pu juste demander à sa ministre de lâcher les files. Ce que je voulais simplement dire, c'est que on peut s'attendre à d'autres surprises. Vous aviez c'est ça. Oui. Alors, on n'a pas épluché les 3 millions. Je ne l'écarte pas, prudent. Mais je veux dire, avec des mots textes, des mots types, moteur de recherche, on peut retrouver tous les noms maintenant dans les 3 millions. Alors, il y a d'autres documents à venir. Alors, il y a des passages qui sont, comme on dit, caviardés. Donc, je ne sais pas s'il y a, vous savez, des diplomates, ils ne sont pas très nombreux. C'est un tout petit ministère, c'est quelques centaines quelques milliers de diplomates. Oui, mais on parle tout de même de 1200 Ce serait bien logique qu'il y ait d'autres personnes mises en cause. J'imagine d'ailleurs, mais je ne le sais pas, peut-être Yves peut nous le confirmer, que le Quai d'Orsay a sans doute diligenté quelqu'un pour chercher dans ce moteur de recherche tous les diplomates qui ont été en poste aux États-Unis, à New York, à Washington pendant cette période. J'imagine, je peux vous dire en tout cas que c'est ce qu'a fait le ministère des Affaires étrangères suisse. Je le sais parce que je les ai eus au téléphone. Ils ont mis quelqu'un là-dessus avec charge de vérifier
le nom de tous les diplomates suisses qui étaient en poste à Washington et à New York pendant cette période pour voir ce qui sortait dans ces documents. Donc alors moi j'étais à New York comme représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies entre 1998 et 2002. Donc je sais pas. J'ai une autre question à vous quatre avant qu'on aille voir d'autres victimes de Jeffrey Epstein et d'un autre Français dont l'on sorti ces derniers jours, Daniel Siad. Mais juste, vous allez voir sur ces images pendant qu'on en parle, il y a d'autres Français qui sont cités depuis quelques jours. Ça peut être Franck Ribéry, Jean-Luc Brunel, Louis Alliot, Bruno Le Maire, Cédric Villani, et puis on a beaucoup parlé de Jack Lang et sa fille. Dans certains cas, des enquêtes sont en cours, dans d'autres non. On rappelle à nos téléspectateurs que, et vous l'avez dit tout à l'heure, Jeffrey Epstein, c'était un financier très connu et qu'on allait voir aussi, j'allais dire, pour être très pédagogique, un peu comme si on disait je connais un excellent courtier pour ton prêt bancaire, pour ton prêt immobilier, appelle-le, il est très bon. Des gens sont allés de bonne foi le voir pour obtenir des financements. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient complices de ces activités criminelles. Pour d'autres, des enquêtes le diront. Mais voilà pourquoi on parle aussi de beaucoup de noms. Mais je voulais maintenant qu'on aille sur un autre terrain qui est vraiment celui, on y revient, ça fait des années qu'on en entendait parler, y compris des Français qui sont allés voir Jeffrey Epstein juste pour des affaires financières de bonne foi. À partir de 2008, Jeffrey Epstein est condamné par la justice américaine. Il n'y a pas, c'est pas pour tomber du tout sur le Quai d'Orsay, mais de la même manière que le Quai d'Orsay dit aux voyageurs on vous déconseille formellement de vous rendre en Corée du Nord ou en Iran en ce moment, il n'y a pas une institution en France qui peut dire nous déconseillons d'avoir affaire, même pour du business, même financièrement, à cette personne qui a été condamnée, qui est une personne donc peu recommandable. Ce qui interroge encore une fois, c'est ça, c'est que ça fait, comme vous disiez, ça fait presque 20 ans que le nom de Jeffrey Epstein n'est pas juste sulfureux, qu'il est condamné. Il est condamné, mais vous savez, la condamnation, il faut aller la chercher. Et c'est une contradiction parce qu'il est à la fois fiché, qui connaît, comment dire, il y a un certain compromat mondialisé là. Donc vous voyez, c'est difficile. La lecture est très difficile de ce personnage pendant très longtemps. Et les victimes n'ont pas été entendues ou écoutées. Là, aujourd'hui, il y a un collectif de 1200 victimes. 1200 victimes toujours en vie. Il y a peut-être encore des victimes qui ne sont plus avec nous, voyez-vous. Et puis, il y a un autre problème, c'est que avant hier, il y avait une audience avec Ghislaine Maxwell, justement. Elle est toujours en prison. Elle a été entendue à distance, à huis clos par des membres du Congrès. Droit au silence. Oui, mais elle a pris le droit de silence des maintes fois. Mais la chose la plus préoccupante la concernant, c'est qu'elle joue tout de même être graciée par Donald Trump lui-même, vous voyez. Donc, c'est vraiment très pénible. Les victimes ont un courage monstre, mais je ne suis pas sûre que ça soit payant. Alors justement, Hélène, on va aller voir une autre victime, et vous pourrez en débattre. L'un de nos journalistes, Johan Glemarek, a pu joindre tout à l'heure à New York. Ebba Carlsson, c'est une ancienne mannequin suédoise, et elle affirme avoir été violée par un des non-français cités dans cette affaire, Daniel Siad. On va vous en parler juste après, mais écoutons d'abord ce que dit cette jeune femme. Elle avait également porté plainte pour viol en 2020 contre Gérald Marie, qui était le représentant, le patron de l'agence de mannequins Elite Europe. Et ça avait été une procédure qui avait été classée pour prescription. On écoute ce qu'elle dit sur son viol qu'elle attribue à Daniel Siad, qui était donc le rabatteur ou le rabatteur supposé de Jeffrey Epstein pour la France. I was approached by him. Daniel Siad m'a approché à Stockholm. J'avais seulement 20 ans. J'étais avec mon copain et des amis. On s'amusait. Quand il est venu me voir, il m'a dit que j'étais belle et que je pourrais travailler pour lui comme mannequin. Je n'avais pas d'agence à l'époque, donc il m'a demandé de venir à Monaco pendant quelques jours pour pouvoir travailler. Et j'ai dit oui. Arrivé là-bas, il a commencé à flirter avec moi. Il a été tactile et à la fin de la journée, il m'a violée. J'avais trop peur pour pouvoir résister. Il m'a ensuite envoyée à Paris dans un casting pour l'agence Elite. Mais quand je suis allée au casting, j'ai été violée par Gérald Marie dans son bureau. Voilà. Et juste avant qu'on en débatte, donc je vous remonte cet extrait donc, de notre reporter Virginie Villard, qui a retrouvé Daniel Siad, qui avait
quand même complètement disparu des radars, y compris de la justice française. Et Virginie Villard, notamment pour complément d'enquête et pour notre œil du 20h, l'a retrouvée il y a quelques jours. Regardez l'extrait, on regarde et on en parle après. Nous l'avons enfin retrouvé à Paris la semaine dernière. Sa réponse a d'abord été très agressive. Oui, madame. Ça fait 2 ans. Je suis journaliste, t'es contacté. Son entourage nous bouscule et casse notre matériel. Monsieur Siad, il y a des questions. Lui se retranche dans les toilettes. Nous sommes finalement jetés dehors. Quelques heures plus tard, Daniel Siad nous appelle pour, selon lui, rétablir la vérité. Il n'a toujours été qu'un chasseur de mannequins. J'ai l'œil, je vois vraiment la personne qui est photogénique et à partir de là, je les approche. J'ai jamais eu un problème avec une fille qui était chez lui, qui me dit Daniel, il m'a violée, ou etc. En plus, souvent, j'étais là, le moment qu'il parle avec elle, etc. J'ai jamais été dans une soirée avec eux, j'ai jamais été dans etc. Mais il a utilisé ma confiance. C'est un gentleman, il sait parler. C'est un diplomate. J'étais pas dans la situation où je pouvais savoir que ce monsieur est dangereux. A-t-il cherché des prostituées pour Jeffrey Epstein, comme l'affirme une femme? Elle dit que vous deviez chercher des prostituées pour Jeffrey Epstein. C'est son témoignage. Madame, sincèrement, et je vous dis en plus, je suis pas là pour protéger ce pédocriminel. C'est un diable. Mais vous pouvez pas le découvrir à travers la presse en 2026, Monsieur Siad. On le savait depuis un moment. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais moi, c'est pas bon tout ce que c'est. Il m'a dit, tu sais, les gens sont jaloux, les filles, elles racontent n'importe quoi. J'ai jamais fait ça, tu sais. Alors j'ai cru. Pendant ce coup de fil, Daniel Siad nous a promis une interview face caméra. Malheureusement, cet homme au cœur du dossier Epstein a annulé. Officiellement, il est grippé. Alors, votre réaction à tous les quatre sur cette séquence, on en revient toujours à la même chose. Donc, beaucoup était connu depuis 2008. Et on précise à nos téléspectateurs, là, il y a le témoignage de cette ancienne mannequin, Ebba Carlsson, qui parle d'un viol à l'âge de 20 ans. Il y a des affaires de pédocriminalité, c'est-à-dire des viols sur des mineurs. Mais enfin, un viol sur une personne majeure, ça reste pas moins un crime. Donc, oui. Les deux sont tout aussi graves. Vos réactions sur ça, et à nouveau sur le fait que la France, la justice, la police semble découvrir l'existence de ce personnage-là en 2026. En 2008, lorsqu'il est condamné par la justice en Floride pour abus de filles mineures et pour prostitution de mineurs, Jeffrey Epstein plaide coupable. Donc, c'est très important à rappeler. Il plaide coupable. Donc, il est décrété coupable. Il ne passe qu'un an en prison parce qu'il y a une négociation comme la justice américaine le permet. Mais donc, ce que dit M. Siad, à savoir qu'il n'était pas au courant ou que Jeffrey Epstein lui aurait dit que c'était les filles qui avaient fait courir des bruits, c'est complètement démenti par les faits puisqu'il a plaidé lui-même coupable. Il a reconnu les faits. Hélène. Oui, alors, aujourd'hui, il y avait des sénateurs qui sont sortis de témoignages toujours à huis clos. Et quand on dit mineurs, c'est vraiment mineurs. Ce sont jusqu'à des filles de 9 ans. Vous voyez? Donc, on n'est plus dans... Il y a plus de débat sur l'âge de ces jeunes femmes qui auraient pu être... quand on dit pédocriminalité, on est vraiment dans des âges très, très jeunes. Henri, on en revient à ce qu'expliquait aussi Yves tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pourri, que tous les pays sont pourris. On va revenir d'ailleurs, parce que je veux avoir votre avis, Hélène, sur les complotistes qui ont beaucoup travaillé, sont emparés de cette affaire, et aujourd'hui, ils peuvent se dire qu'il y a quelques éléments qui font quand même écho. Mais peu importe, comment expliquer cette cécité de nos sociétés ? Et comme le disait Yves, on n'est pas en 1970, on est dans les années 2010. Ça paraît sidérant, mais oui, c'est sidérant. À tous les niveaux de l'État, de nos institutions, de nos sociétés, dans plein de pays,
ça a été une telle... Et c'est ça qui ira dans le sens des complotistes comme on peut le craindre malheureusement, c'est que ça traduit quoi ? Ça traduit un système qui était fondé sur l'intimidation, sur la peur, sur la subornation de témoins, de victimes en l'occurrence, qui a marché aussi bien aux États-Unis qu'en France et dans d'autres pays européens, et c'est ça qui est insupportable. Et moi je trouve que c'est vraiment pas audible l'histoire. Alors bien sûr il n'y avait pas une carte du Quai d'Orsay ou ailleurs disant attention, zone interdite, ce type-là il faut pas l'approcher, etc. Oui, parce qu'en effet peut-être que maintenant c'est plus répandu, mais à ce moment-là, ça n'existait pas. Néanmoins, enfin, il y a un outil quand même que tout le monde a dans les années 2010, c'est d'aller taper sur Google, vous cherchez, surtout quand vous engagez une relation quand même assez importante avec quelqu'un. Je veux dire, quand on parle, par exemple, de rapports de relations d'argent, vous disiez des conseils financiers ou quoi que ce soit, voire des associations dans une entreprise basée dans les îles Vierges américaines. Bon, faites référence à la famille Lang. Mais oui, bien sûr. Là, on parle de centaines de milliers d'euros ou de dollars. Qu'est-ce qu'on fait ? On va quand même regarder à qui on a affaire, non ? On tape un peu. Et quand on tape, on voit en efffait que la personne en question a été condamnée en 2008 en Floride et depuis fait quand même l'objet de suspicions et d'enquêtes. Donc cette histoire de je ne savais pas, ce n'est tout simplement pas audible. Qu'on soit un politique, qu'on soit quelqu'un du business, qu'on soit quelqu'un du showbiz, peu importe, c'est s'aveugler soi-même. Vous parlez de cécité, mais c'est de la cécité volontaire. Et là où c'est très désagréable, c'est que vraiment c'est ça qui traduit cette emprise, ce système en gros qui marche par l'intimidation et qui en effet est insupportable. Et pourquoi je dis que ça nourrit le complotisme ? Parce que là on a tout. On a l'argent, le sexe, le pouvoir, et c'est vraiment... Et justement, on va y revenir, on y consacrera quelques minutes, mais ma question, avant qu'on retourne juste voir un extrait de cette victime, de cette ex-mannequin suédoise, ma question, est-ce que vous attendez, on parle de poison lent depuis qu'on commente cette affaire sur ce plateau, est-ce que vous attendez, Henri, tous les quatre, à ce que dans les jours, dans les semaines qui viennent, il y ait de plus en plus de personnes à qui on demande des comptes ? Ça ne veut pas dire qu'ils ont été des complices de Jeffrey Epstein, mais à qui on va dire, attendez... Ce diplomate Fabrice Haïdan, il revient en 2013. Qui est président en 2013 ? François Hollande. Qui est ministre des Affaires étrangères ? Vous disiez Laurent Fabius. Qui est secrétaire général du Quai d'Orsay ? Et qu'on remonte. Et ça peut aller sur des diplomates comme sur... Est-ce que vous attendez ? Est-ce que le grand déballage continue ? Oui, c'est très possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui a été demandée, qui a été écartée par la présidente Yaël Braun-Pivet. C'est peut-être un peu dommage parce que bien sûr qu'il peut y avoir des actions en justice et maintenant elles sont lancées par le PNF notamment, Parquet national financier, mais je suis pas sûr que ça empêche. Et ce serait intéressant quand même que les choses soient davantage recherchées. Oui, ça peut concerner beaucoup de monde, mais regardez les noms qu'on cite par exemple. C'est vrai, vous citiez Louis Alliot par exemple, le Rassemblement national. Alors pourquoi est-ce qu'il est là-dedans ? Parce qu'en réalité, Steve Bannon, le conseiller très MAGA de Trump, s'intéressait, et comme lui ce sont des grands sponsors des mouvements d'extrême droite en Europe et singulièrement en France, il s'intéressait au financement du RN. Donc Steve Bannon, il rencontre Louis Alliot. Pourquoi ? Pour lui conseiller un bon mode de financement. Donc tout ça, simplement les noms apparaissent comme ça, et donc bien sûr que ça méritera. Oui, et ça ne veut pas dire que Louis Alliot est allé sur l'île privée de Jeffrey Epstein. Mais on pourra peut-être dire à Louis Alliot, enfin en attendant, en 2008, il avait été condamné, vous saviez que le courtier ou le facilitateur bancaire que vous alliez voir... en l'occurrence, c'était Steve Bannon, c'était pas directement... C'est aussi ça le problème. Mais en revanche, par exemple, Bruno Le Maire, visiblement, il n'a pas voulu rencontrer Epstein à New York, alors qu'on le lui conseillait, d'après ce que je sais. En fait, il aurait écarté ça justement parce qu'il avait regardé et il voyait un peu le genre de personnage, il disait non, peut-être pas cette rencontre-là. Et Gérard Haro, donc ancien ambassadeur auprès des Nations Unies à New York, puis après ambassadeur de France à Washington, raconte d'ailleurs que quand on lui a proposé de rencontrer, quelqu'un lui a dit non, on vous recommande pas, et qu'il a décliné l'invitation. Juste, on écoute parce que c'est important, juste ce que dit encore cette ex-mannequin suédoise Ebba Carlsson. Justement, elle fait un appel aux prochaines, aux victimes supposées de Jeffrey Epstein ou de Daniel Siad ou d'autres, de parler. On l'écoute parce que c'est important. Il m'a menacé. Il m'a dit qu'il me tuerait si je parlais. Puis quand j'ai vu qu'il était dans les dossiers Epstein, j'ai commencé à faire mes recherches et je me suis rendu compte qu'il travaillait avec Gérald Marie, Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel et peut-être encore plus de personnes comme ça. Donc je pense que nous commençons seulement à gratter la surface de cette affaire.
On ne sait pas combien de femmes vivent peut-être dans la peur, ou vivent avec des traumatismes à vie, et avec la crainte de raconter leur histoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ma responsabilité, et celle de mes sœurs survivantes, de partager nos témoignages autant qu'on peut. Parce que si mon affaire est désormais prescrite, il doit exister des femmes plus jeunes qui vivent toujours dans la peur. Voilà, interview réalisée par Johan Glemarek depuis New York. Dans les dernières minutes qui nous restent, je voulais à tous les quatre vous aborder cette notion-là dont vous parliez tout à l'heure, Henri et Hélène, du complotisme. Je voudrais vous montrer un extrait d'un reportage quand j'étais correspondant aux États-Unis qu'on avait fait avec Thomas Donzel sur la mouvance QAnon. On en a beaucoup parlé il y a quelques années, on en parle moins aujourd'hui. À l'époque, QAnon, qui était très puissant dans les réseaux trumpistes, dénonçait un complot pédosataniste international, c'est-à-dire une espèce chez les démocrates. Oui, exclusivement la pizzeria d'Hillary Clinton. Et l'idée, c'était qu'il y avait des élites mondiales qui capturaient des enfants, les violaient, les torturaient pour en extraire de l'adrénaline et faire un élixir de jouvence. Tout le monde était impliqué, le pape, etc. On avait été les rencontrer, ça avait été compliqué. Écoutez ce qu'ils disent à l'époque et quand même, on va voir après comment le débat public peut aujourd'hui s'emparer de cela, notamment aux États-Unis. On regarde. Cette femme est une membre de l'organisation QAnon. Ultra méfiante sur les médias, elle nous a donné rendez-vous dans un parc désert et ne veut pas que nous dévoilions son identité. L'organisation QAnon pense que le monde est dirigé par un complot pédophile international. Les enfants ont été enlevés par ce culte sataniste et emmenés dans des bases souterraines où ils sont terrorisés à mort. Cette terreur leur fait produire de l'adrénaline. L'adrénaline des enfants est ensuite récoltée pour en faire un élixir de jeunesse pour les membres du culte qui restent jeunes et beaux, comme dans les vieilles histoires de sorcières. Les puissants de ce monde ne font pas de chirurgie esthétique. Des propos où se mélangent toutes les thèses conspirationnistes. Selon ses membres, l'organisation Q aurait été créée par un mystérieux haut fonctionnaire américain qui aurait décidé d'exposer ce complot. Désormais, certains militants trumpistes arborent une lettre Q au meeting. Ils pensent que Donald Trump est un héros qui agit en secret pour détruire le complot sataniste. Interrogé par une journaliste, le président a joué l'ambivalence. Je ne connais pas bien tout ça, mais si c'était le cas, est-ce que ce serait une si mauvaise chose? Si je peux aider à sauver le monde, je suis prêt à le faire. Il nous reste 4 minutes, donc j'aimerais vraiment vous entendre chacun. Désolé, 1 minute, mais je voulais vous montrer ça parce que on a beaucoup parlé, et nous, surtout venus d'Europe, à regarder les Américains, ils sont complotistes, QAnon, ils racontent n'importe quoi. Alors oui, il n'y a pas d'élixir de jouvence, non, et il n'y a pas de rite satanique. Mais aujourd'hui, quand on voit la difficulté à contrer les fake news, on comprend que beaucoup d'Américains, ça provoque d'ailleurs des dissensions au sein du Parti républicain, se disent « Eh ben, on avait raison, il y a quand même quelque chose à l'échelle internationale qui touche tous les puissants de ce monde et qui pourrait s'appeler l'affaire Epstein. » C'est difficile, ça va être difficile de séparer la vérité et de faire la part des choses dans les fake news. Non, mais la réaction qu'on doit avoir, c'est d'où l'intérêt de faire l'enquête. Oui. Puisqu'on a toutes ces données, il faut les partager, il y a des moteurs de recherche, il faut, exactement comme a réagi Jean-Noël Barrot à propos de ce diplomate. Encore une fois, ce sont des faits, la présomption d'innocence, évidemment, mais il faut faire l'enquête, parce que si on ne fait rien, effectivement, à ce moment-là, c'est la théorie du complot qui est relancée en France, aux États-Unis et partout. Richard Henry et puis Hélène, vous aurez le mot de la fin, Hélène, pour... Écoutez, dans le cas de la France, parlons de la France, il y a quelque chose d'assez simple. En septembre 2019, un mois après le décès de Jeffrey Epstein, qui est mort le 10 août 2019 dans sa prison à New York, pendu, officiellement c'est un suicide. Un mois après, la police française perquisitionne son appartement. Est-ce qu'à votre connaissance, les documents de la perquisition ont été publiés? Est-ce qu'on sait ce qui a été récupéré sur place? Il semble qu'un certain nombre de emails ont été récupérés dans des ordinateurs. Moi, je pense qu'à ce stade, ce qu'a fait le département de la justice américain sous pression de l'opinion et à l'issue d'une loi spéciale, il faudrait peut-être se poser la question de le faire
au niveau européen. Henri et puis Hélène. Oui, non, mais c'est pour ça que moi je disais, l'idée d'une commission d'enquête parlementaire parallèlement. Qui a donc été réclamée par LFI. Oui, et qui a été écartée. Mais j'entendais par exemple un Gabriel Attal regretter d'une certaine manière que ça n'ait pas pu prospérer, parce que oui, il faut vraiment rendre des comptes. Vous parliez en effet de ces documents. Et ça m'a frappé, vous avez dit la mort, dit-on officiellement. Mais oui, forcément, maintenant on dit ça. C'était un suicide jusqu'à présent, sans aucune question. Et maintenant, en effet, non, il a été contesté depuis le début, le suicide. Oui, on en a parlé sur ce plateau lundi. Les caméras sont arrêtées, il n'y a pas eu de ronde des surveillants. Plus il y aura d'enquêtes, plus ou moins transparentes, il faut le souhaiter, et ce sera... Hélène, sur ce qu'on a vu, c'est-à-dire que voilà, il y avait des mouvances complotistes qui, on pouvait dire de l'autre côté, des démocrates pouvaient dire mais c'est n'importe quoi, sauf qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire la part des choses entre les fake news et puis une réalité qui est que l'affaire Epstein est monstrueuse et que c'est un poison mondial. C'est peut-être un point de réconciliation entre les démocrates et les républicains, puisque le couple Clinton sont prêts à témoigner devant le Congrès, devant le public. C'était eux le Pizzagate, n'est-ce pas? Donc peut-être justement, ça sera un point de réconciliation, de démontrer que ce n'était pas à ce point partisan, s'il y avait réellement quelque chose. On verra. Qu'est-ce que vous, je ne sais pas là des pronostics, mais vous pensez qu'on va en parler encore longtemps de cette affaire Epstein? Il y a des affaires qui passent et puis qui s'en vont. Ça dépend du nombre de millions d'autres documents. Il manque la moitié des dossiers là, légalement. Donc la justice doit publier les 3 millions de documents restants. Sinon, ils sont hors la loi, encore une fois. D'autant plus qu'à l'évidence, Donald Trump en joue, parce que plus ça sort, plus les noms sortent à travers la planète, et moins on focalise le regard sur lui-même à la Maison-Blanche. Oui. Donc là, encore une fois, il est un peu maître du jeu. Donc oui, il y a des chances qu'on en parle, surtout qu'on est dans des périodes électorales, et que, évidemment, ça attise les braises. Juste d'un mot, ça continue à fracturer, Hélène, le camp républicain. Oui. Parce que dans le monde magage, il y avait justement des gens qui étaient très à cheval là-dessus. On se rappelle Marjorie Taylor Greene, qui était une députée super pro-Trump, et elle trouve que Donald Trump et le Parti républicain d'aujourd'hui n'ont pas fait le boulot. Alors, il n'y a plus de parti républicain aujourd'hui, malheureusement. Il n'y a que le camp MAGA. Et le camp MAGA se trouve dans une dissonance terrible leur concernant, parce que ça ne convient pas ce qui se passe. Bon, eh bien, merci pour vos explications à tous les 4. Comme on l'a dit et comme on l'a compris, on va reparler sur ce plateau de l'affaire Epstein. Merci à tous les 4.